Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invitée est metteur en scène. En 1997, elle a fondé la compagnie du Zérep, l'anagramme de son nom de famille. Précisément, l'anacyclique, soit le fait de lire un mot en inverse à l'inverse de son nom de famille. Une compagnie qui met à l'épreuve tout ce qu'on attend du théâtre, qui parfois, souvent, c'est vrai, nous ennuie. Un texte à respecter à la réplique près, un décor en toile de fond, des comédiens au service d'un auteur ou d'un metteur en scène. Et surtout, une bonne attitude du spectateur, bien assis, bien respectueux et qui rit au bon moment. Dans son dernier spectacle, La Meringue du souterrain, rien de tout ça, mais plutôt l'impression qu'on a vu de la lumière, qu'on a entendu du bruit et qu'on est rentré. Libre de rire quand on veut, d'écouter les répliques, de regarder les corps des comédiens ou de regarder aussi les grosses meringues en plâtre disposées sur le sol. De quoi nous réconcilier avec le théâtre, mais en est-ce encore ? Sophie Pérez est notre invitée ce midi dans les Midis de Culture et elle nous rejoint dans quelques instants. Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, so che la città mi sembrerà se non torni tu. Come puoi tu vivere ancora solo senza me? Non senti tu che non finì il nostro amore? Le strade vuote, deserte senza te. Bonjour Sophie Pérez, bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Vous êtes Bon, arrivée tout va- jusqu'à nous. Tout va bien, Sophie ? Tout impec. Je vous appelle Sophie comme ça, Bah oui. je me dis, voilà, on est détente. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Les embouteillages ? Oui, oui, là, tout est fermé dans Paris, mais bon, je suis là, tout va bien. Bon, alors j'allais vous poser une première question, mais en fait, il faut quand même que je vous resitue un peu. J'ai lu mon introduction quand vous étiez encore en train de courir dans les escaliers de Radio France. Je dis que votre compagnie, que vous avez fondée, la compagnie du Zérep, met à l'épreuve tout ce qu'on attend du théâtre. Pardon pour les auditeurs et auditrices, c'est redondant du coup, mais je vais le refaire. Voilà, tout ce qu'on attend du théâtre et qui peut parfois nous ennuyer. Un texte à respecter à la réplique près, un décor en toile de fond, des comédiens au service d'un auteur ou d'un metteur en scène et surtout une bonne attitude du spectateur, bien assis, bien respectueux, qui rit au bon moment, alors qu'avec votre dernier spectacle, Sophie Pérez, et vos spectacles d'ailleurs en général, le dernier s'intitule La Meringue du souterrain, on a plutôt l'impression qu'on a vu de la lumière, qu'on a entendu du bruit et qu'on est rentré. On ne sait pas vraiment si on assiste au bon spectacle, mais finalement ça nous réconcilie avec le théâtre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bah, en fait, moi, je crois que je fais des spectacles que j'aimerais voir. Je suis la première spectatrice de ce que je fabrique et comme je le dis souvent, enfin ça a à voir avec le spectacle en général. Et moi j'ai été biberonnée par mes grand-mères italiennes aux opérettes. Ma mère m'a emmenée voir Zouk.
À Noël, on allait voir Holiday on Ice. Et en fait, après... C'était pas la comédie française et... Pas du tout, pas du tout. Et ensuite, après, avec les études, on se fait sa propre culture. Peut-être la particularité, c'est que j'ai jamais rangé ce rapport à la culture populaire, je dirais, qui m'a façonné en fait. Donc, c'est vrai que je mêle des choses plus nobles, plus intellectuelles, et puis ça donne un espèce de bordel parce que à l'intérieur de tout ça, il y a aussi des souvenirs, des Madeleines de Proust, un rapport au divertissement aussi qui est assez étrange. C'est vrai que quand petite, j'allais voir les spectacles de Zouk, qui étaient quand même assez insensés, où elle faisait un bébé qui pleure. Donc au début, tout le monde riait, puis à la fin, la salle était assez transie. Et je garde ces souvenirs de spectacles. C'est vrai que moi, ado, dans ma chambre, j'avais des posters de gros chanteurs d'opérette au genre mixte, on dira, et je garde cette espèce de référence, enfin de ces choses qui m'ont constitué et que je n'ai jamais rangées en fait. Et donc tout s'est accumulé. Je pense que les spectacles sont une accumulation de mon rapport au spectacle, au divertissement, puis de mon rapport à la chose artistique aussi. Mais alors, quand même, j'ai envie de savoir, est-ce que vous aimez le théâtre ? Je suis une grande amoureuse du théâtre, en vrai. Et je pense qu'on ne peut que ou maltraiter, ou tirailler, ou tordre ce qu'on aime. C'est vrai, quand je fais des workshops avec des étudiants, je leur dis que avant de pouvoir exploser les choses et les rendre complexes, il faut savoir les faire, en fait. Et donc, je suis une grande amoureuse du théâtre. Et mes plus grandes émotions ont été au théâtre. Mais parce qu'après, ensuite, il y a eu Gruber, il y a eu Pina Bausch, il y a eu... enfin, voilà, tous ces gens, Martha Leur. Enfin, j'ai vu des choses. Et donc, c'est des auteurs, des artistes, des metteurs en scène. Et je pense que le théâtre est le seul endroit possible du miracle. Parce que vous vous adressez par exemple à moi qui très vite m'ennuie au théâtre, me sens captive. J'ai l'impression que si je regarde l'heure, on va voir tout de suite que je m'ennuie et c'est un peu vrai. C'est quelqu'un qui se sent enfermé, on a l'impression qu'il faut rester à sa place. Le théâtre change. Quand je dis le théâtre, en fait, il y a tellement de manières d'en faire que c'est un petit peu réducteur ce que je dis. Or vous, moi j'ai l'impression que je peux me retrouver dans vos spectacles, justement. Parce que je me dis, si je mets les pieds sur le fauteuil de devant, bon, ça va déranger le spectateur de devant, mais j'ai l'impression que je peux le faire. Mais c'est vrai que le théâtre, c'est très bien pour dormir, hein, pour se reposer. C'est quand même... Et c'est l'endroit du miracle, et c'est l'endroit de la sieste. Oui, l'endroit du repos, quoi. Paradoxalement. Mais, et puis après, en France, on a une tradition théâtrale qui est quand même... moi, je dis souvent, Jean Vilar a fait beaucoup de mal au théâtre. Hein. Alors, expliquez-nous pourquoi. Parce que ce rapport au texte devant, ce rapport... Il y a une espèce de hiérarchie du théâtre français. Moi, c'est simple, quand j'ai fait le premier spectacle, les gens pensaient que j'étais italienne ou belge. Ça pouvait pas être français, ce travail-là. Mais parce qu'en Italie, ils ont eu Carmelo Bene, parce que les Belges, ça fait belle lurette qui brasse la question de l'écriture scénique. Mais en France, on a une tradition textuelle et puis une tradition, je dirais, bourgeoise aussi. On aime bien aller voir ce qu'on connaît. Et on va avoir des classiques. Très scolaire. Ne pas se faire bousculer. Voilà, c'est ça. Et puis, on vient... Des fois, j'ai l'impression, je me dis, on vient confirmer ce qu'on sait. Donc, on connaît cet auteur. Donc, parce qu'après, faire du théâtre, c'est quand même pas compliqué. Hein. C'est-à-dire que quand on a un bon comédien, un bon texte... Et un théâtre qui nous prête une scène. Voilà, et un bon lumiériste. C'est-à-dire qu'on s'ennuie souvent parce que moi, ce que je trouve au théâtre qui est particulier, c'est que c'est l'endroit idéal pour faire de l'art. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Parce que vous avez parlé de choses artistiques, vous avez parlé de miracles. C'est quoi alors pour vous l'art? En fait, je trouve que c'est un endroit où on peut faire des sculptures, de la peinture, de la musique, du mime, où on peut mettre une gueule avec de la fumée et un objet, et c'est quand même plus marrant que dans une expo. De la danse, oui, c'est vrai. Et si on s'en des sert... grosses meringues en plâtre. Voilà, si on s'en sert comme un outil pour fabriquer de l'art, mais alors quand je dis de l'art, c'est la chose visuelle, la chose spectaculaire, c'est miraculeux comme endroit. Et, le miracle, c'est de pouvoir tout faire, c'est ça que vous voulez dire? Oui, et puis c'est les sensations, c'est quand même dingue d'avoir des êtres humains qui font des trucs devant nous. C'est quand même le métier
le plus incroyable. Et pour vous, ça, c'est miraculeux de voir des moi, gens faire des je choses trouve devant qu'avoir nous. un être humain devant soi qui fait des choses, c'est quand même le truc le plus incroyable. Donc si en plus on peut coller derrière 2-3 sculptures, 2-3 notions obscures et un poète qu'on aime bien. Et puis une réplique rigolote. Exactement. Ben, Exactement. Eh ben, on va tout de suite écouter un extrait, Sophie Pérez, de La Meringue du Souterrain. Hier, je me suis faite livrer 300 kilos de plâtre et 3 rouleaux de soie. Alors, ouais. Ça va foutre. Alors, le livreur est arrivé, évidemment, et puis on a papoté de tout, de rien. Et puis à un moment donné, Ouais. je lui ai parlé de toi. Oh là là, c'est marrant ça. Mais au lieu de parler de moi, appelle-moi plutôt, on se fait un petit café, c'est plus simple. Hein? Je suis pas loin. Il y a 3-4 jours, il y avait une petite bruine à Rouen. Ouais, je sais. Alors je me suis mise à courir à 4 pattes, Ouais. toute nue, en cueillant des pommes et en les croquant avec Simone. Et donc Simone le chien. Oui. Et non? Et puis je Ça devait me être bon. suis... Comment? Ça devait être bon. Je me suis levée tout de beau. Bah oui. J'ai regardé la vue et puis... Et puis tu sais quoi? Ben non, je sais pas. Non. Eh ben j'ai pensé à Oh toi. là là, mais arrête de penser à moi, appelle-moi plutôt, on se fait une petite planche, une planche mixte. Avec un cocktail, appelle-moi, c'est pas compliqué quand même. J'y avais pas pensé. Ah ben j'y avais pas pensé, bah fais-toi un pense-bête. Un extrait de votre spectacle Sophie Pérez, La Meringue du Souterrain, avec votre compagnie, la compagnie du Zérep. C'est joué jusqu'au 15 juin au Théâtre du Rond-Point. On était en train d'écouter cet extrait, tout le monde rit, vous riez vous-même alors que vous la connaissez Oui. très bien. Moi, je me suis demandé en sortant du spectacle, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais lui demander à Sophie Pérez? Parce qu'il vaut mieux aller voir son spectacle, il n'y a rien à dire en fait. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? On peut parler des acteurs. Oui. Ils sont quand même des 4x4 humains. Sophie Lenoir et Stéphane Roger. Je dis souvent, c'est comme si on voyait des Rolls en train de faire des créneaux. C'est-à-dire qu'ils savent tout faire, en fait. Ils savent jouer, ils savent faire du corde, des gueules. Ils sont insensés, quoi. C'est vraiment, donc ces deux acteurs-là, et puis peut-être aussi le fait que comme on travaille ensemble depuis 25 ans, il y a une sorte de cosmogonie entre nous, et puis c'est entre du jazz, je sais pas, il y a une façon de faire ce théâtre-là c'est comme si on rentrait chez quelqu'un en fait. C'est Exactement. vraiment- et il y a une chambre, c'est la petite chambre infernale. Alors c'est Tadeusz Kantor qui parlait de la petite chambre de l'imagination, et c'est une notion que j'aime beaucoup parce que je pense c'est vrai que quand on se retrouve dans cette salle où il y a la moquette qui déborde dans la salle, les sculptures, les meringues, et eux deux en slip, eux deux en train de discuter, eux deux en train de chanter. Enfin, De se peindre les jambes. voilà. Et c'est comme un atelier. Alors c'est vrai qu'on a commencé ce spectacle pendant le Covid. Donc on était dans des salles, dans des théâtres vides. On a beaucoup ri de ça. Vous avez joué sans spectateur. En fait, au début, on a commencé à travailler parce qu'il fallait qu'on travaille, on n'allait pas rien faire. Et on savait pas si cette pièce allait se faire ou pas. Et du coup, on a commencé à faire aussi des masques, on s'est mis à mettre des objets dans les gradins, en se disant, qu'est-ce qu'on est bien sans spectateur. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, ça m'ennuie le théâtre, en même temps, vous, c'est les spectateurs qui vous Et alors, ennuient. on a vu un article qui était drôlissime, ou assez dithyrambique, disant régulièrement, oh, puis ce qui est bien, c'est franchement, ils s'en fichent complètement de nous. Et Ouais. je trouve ça très drôle parce que non, en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, ça joue sur tout ça. C'est-à-dire de l'intimité, une chose en train de se faire, mais on est très vigilant à l'écriture parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens pensent que c'est en improvisation et tout est écrit pile poil. En fait, c'est une partition. Hein. On Donc, va revenir sur la manière dont vous travaillez, Sophie Pérez, parce qu'on a l'impression, en plus, ça vous agace parce que dès qu'on décrit votre théâtre, on dit c'est foutraque, c'est déglingué. D'ailleurs, je me suis retrouvée à côté d'une personne qui m'a dit c'est déjanté, j'adore. Alors ça, c'est le genre d'adjectif qu'on vous accole, qui à la fois effectivement correspond à votre type de théâtre, si on doit le distinguer des autres propositions théâtrales. On va y revenir, mais c'est vrai que ne serait-ce que pour décrire ce spectacle, vous l'avez dit tout de suite, en fait, ce qu'on voit, moi j'ai l'impression que c'était des scénettes
entre deux amoureux qui se cherchent, qui se rejettent, qui sont pas vraiment ensemble d'ailleurs véritablement. Et vous avez tout de suite dit, en fait, c'est presque deux comédiens, la relation entre deux comédiens que vous nous exposez au grand jour avec leur changement de costume, le fait de se peindre les jambes, de se faire des sourires. Là, on l'entendait dans Planche Mixte, on entend la comédienne rire à ça. Même lui ne tient pas, en fait, Stéphane Roger, quand il le dit. En fait, ça parle aussi, ce spectacle-là, de l'inspiration, du duo. Ça parle beaucoup de l'inspiration, en fait, parce que c'est vrai que j'avais inventé cette notion de théâtre brut, parce que je disais, il y a de l'art brut et il n'y a pas de théâtre brut. Qu'est-ce que ce serait un théâtre brut? Comme les artistes bruts qui sont en train de faire des tableaux de 6 mètres sur 10 au crayon bic, et puis ils font ça la nuit, le jour, et c'est d'autres gens qui viennent montrer le travail. Et je me disais, ce serait quoi un théâtre où on fait que travailler, répéter, personne ne vient jamais voir. Mais en fait, c'est ce qu'on fait toujours. Hein. Mais là, en fait, la meringue, ça parle aussi... Alors, les meringues, c'est très précis parce que quand l'histoire de foutraque, déjanté, en fait, je dis souvent, mais c'est comme si on disait ça des films de Fellini ou de Dali ou de Picabia. Et en fait, c'est des formes explosées. Il y a du cut-up, il y a du montage, il y a de l'accumulation, mais c'est une forme, en fait. Et c'est vrai que tout est super précis, c'est-à-dire que s'il y a une meringue, il y a la tête de Long Chaney qui était l'acteur fétiche de Todd Browning qui a fait Fricks, et Long Chaney qui est mort d'un cancer de la peau à force de trop se maquiller. Donc c'est vrai que pour moi, il y a des choses très sérieuses, très logiques, très référencées, et ce capharnaüm n'est possible que si je le tisse d'une chose, je dirais, oui, intellectuelle, littéraire. Alors les meringues, c'est qu'on était en résidence en Suisse, et en Suisse, on mange des meringues à la crème de gruyère. Et donc, non mais la crème de gruyère, c'est Gruyère le village. Ok. Voilà, donc c'est une sorte de crème fraîche. C'est très très bon. Et on était en Suisse, et on est allé dans le village de Gruyère, où il y a d'un côté le village suisse typique de la carte postale, et de l'autre le musée Giger, qui est le mec qui a fait la sculpture d'Alien. Et donc, ce musée est insensé. Il est fourré de bikers en Harley tatoués qui viennent voir des créatures gothiques de Giger. Et de l'autre côté, il y a les touristes en short qui viennent manger de la fondue. Et on se disait, mais le Zérep à côté, c'est rien, quoi. Et donc, on était là-bas. Et donc, j'ai dit, bon, alors, j'ai ramené des meringues. Et après, je suis dans mon atelier, puis je reluque les meringues. Et je me dis, c'est beau, des meringues en grand. Ça me fait penser à des cadres de peinture. Ça me fait penser à... Donc, je les mets dans la maquette. Puis après, je me dis... Alors, donc, il y a cette histoire de... Je dirais que la Suisse et les meringues, c'est le truc documentaire de nous. De nous, Stéphane, Sophie, moi, de ce qu'on traverse. Et puis après, faut rendre la chose... je dirais plus formelle. Donc je me dis, alors qu'est-ce que je mets avec les meringues qui sont quand même un truc tout tordu? Alors je pense à Long Chaney dans les films de Todd Browning. Donc je me dis, ah tiens, faut qu'il y ait Long Chaney. Après il y a la grosse bouche avec la pâte slim qui sort. Des narines, non, de la bouche et des narines. Ouais, des narines et de la bouche. En fait, ça part de la pochette de King Crimson, qui était une pochette culte de ce groupe de rock expérimental. Et pendant le Covid, comme on pouvait pas respirer, on pouvait pas. Et je voyais cette pochette et je me disais quand même, cette pochette pour moi, c'est le cri de Munch version pop. Donc je me dis ça, c'est bien avec les meringues. Donc vous voyez, c'est plein de. Donc pour moi, tout ça est très sérieux en fait. Mais le lien entre tout ça, c'est vous, c'est votre esprit, Sophie. Oui. Désolée. Je vous appelle Sophie, je sais pas pourquoi je l'appelle Sophie comme si on se connaissait, Sophie Pérez. Oui, c'est moi, et puis c'est comme une musique en fait. Il faut que la partition, elle soit... C'est comme écouter une musique. Je me dis, bon là, on peut regarder une meringue éclairée en bleu avec de la fumée. Faut juste qu'on se fasse un tout petit peu chier 2 secondes, et je me dis, il faut que les autres déboulent. Donc après, j'ai toutes les scènes. Alors il y a la peinture. Par exemple, Stéphane, quand il fait le type qui a des problèmes avec le lumiériste et qui finit par faire le canard qui pète, ça c'est des impros qui durent 3 heures, hein, où il est là à galérer avec la lumière. Et puis après, je me dis, bon, ça, le problème de la lumière, c'est intéressant d'un acteur qui est éclairé, mal éclairé, bien éclairé. Après, il y a le duo, le côté Jacques Demy. Je me dis, bon, bah, ça, c'est bien parce que, à côté du cri de Munch, Jacques Demy, c'est pas mal, ça peut. Et c'est tout ça que En fait, c'est une composition que vous mettez ensemble de morceaux épars issus de vous, qui vous semblent de choses
intéressante, sérieuse pour vous, Ouais. Sophie Pérez, et que vous allez comme coudre ensemble pour Voilà. faire un spectacle. Voilà, c'est entre le chili con carne, le millefeuille, c'est entre une recette, c'est entre... Mais vous dites pas ça, il faut que ça suscite telle émotion Non. chez le spectateur. Vous vous dites, Non. moi je veux proposer un spectacle qui, de mon point de vue, va avoir sa logique de sensations. C'est-à-dire que moi, c'est moi le premier spectateur. Et après, je pense jamais... aux D'ailleurs, autres. vous êtes au premier rang. Oui, tous les soirs. Et je pense jamais aux spectateurs, j'y pense à la générale. À chaque fois, je me dis, oh là, merde, ça y est, c'est parti, ils vont venir voir ça. Ben, on va écouter la voix de Tadeusz Kantor que vous avez cité, Sophie Pérez. Écoutez-le. Pendant une période qui dure, par exemple, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on prend des habitudes. On appelle ça les forums. Ce sont les académiques qui font ça, qui disent que ce sont les forums. Pour moi, ce sont des habitudes qui empêchent de se développer. Cette habitude, dans certains moments, c'est presque la vie. C'est presque la vie. Et quand on détruit cette habitude, alors ces formes, alors c'est un risque le plus grand et de temps en temps très dangereux. C'est un moment où on est ouvert à l'impossible. J'ai nommé cette méthode la méthode du théâtre zéro. Pour nous, c'était vraiment le moment de la création impossible parce que il s'agissait de jouer, de ne pas jouer, pour faire quelque chose qui n'est pas destiné à regarder, à présenter. Et c'est presque impossible dans le théâtre, parce que le théâtre, c'est quelque chose pour présenter. Une archive de 1972, la voix du metteur en scène polonais Tadeusz Kantor dans Notre Temps sur France Culture. Vous vous retrouvez parfaitement dans ce que Merci. dit Sophie Pérez. Merci, je l'écoutais, bien sûr, je trouve ça... Moi, j'ai eu la chance de voir les derniers avant qu'il meure, et il était sur scène, hein, c'est-à-dire qu'il était toujours assis sur scène. Donc il y avait des jumeaux, il y avait, enfin voilà, moi j'ai été biberonnée. Enfin, ça a été une découverte, et ces notions-là, elles sont tellement précieuses et puissantes quand il dit le risque, le théâtre zéro. Ouais, Le fait de jouer, de ne pas jouer. Exactement. Mais ça rend presque votre... C'est pour ça que j'ai commencé par là, Sophie Pérez, sur le fait, est-ce que vous aimez vraiment le théâtre? Parce que qu'est-ce qui reste du théâtre quand en fait on l'imagine sans spectateur, quand en fait les formes, on veut s'en passer, quand vous parlez de théâtre brut ou de formes explosées, finalement, qu'est-ce qui reste du théâtre? Mais en fait, je pensais, là, je vous écoutais, je me disais, quand je dis que j'aime le théâtre, je me souviens du récit de La Servante Zerline avec Jeanne Moreau, mise en scène par Gruber, Théâtre Mogador. Donc, et en fait, dans cette forme, on dirait d'un solo classique, c'était immense. C'est-à-dire que quand c'est vraiment bien, ça envoie lourd. Hein. C'est quand même la chose la plus vertigineuse, la plus émouvante, la plus... Parce que ça dit des choses qu'on pourrait pas se dire dans la vie. Justement, on entendait Tadeusz Kantor dire les formes, ça empêche la vie d'advenir. Alors que là, précisément, ça l'a fait advenir et plus forte, plus vraie. Exactement. Et c'est ce dont il parle, c'est ça. C'est-à-dire quand il parle d'un processus avec des formes, enfin qui endorment en fait, qui réduisent le théâtre à ce qui devrait pas être du tout. Là, on a fait la création précédente, c'était autour de Shakespeare. Et La vengeance est un plat. Voilà, et quand même, je regardais ça théâtre de tréteau. Enfin, les femmes accouchaient pendant le spectacle, les mecs vomissaient, ils bouffaient des patates. Enfin, c'était quand même et le théâtre antique. Enfin, normalement, la chose du théâtre, elle est puissante, violente. Populaire, vivante, ultra vivante, donc et ça fout la trouille des fois. C'est quand même, on est loin de ce théâtre qui est devenu une tradition d'emmerdement, d'ennui, de vieillerie aussi. On est dans un truc qui devient souvent assez croupi. Chloroformé, alors que le théâtre, c'est
je trouve au-delà de tout l'endroit le plus incroyable pour ressentir des émotions, voir des choses, être dérouté, être touché, voilà. Alors, quel type d'émotion, Sophie Pérez? Parce que dans La Meringue du Souterrain, mais aussi dans La Vengeance est un plat, les deux spectacles de vous que j'ai eu la chance de voir, il y a effectivement du rire, mais il y a aussi des moments où on sent presque les comédiens et pas jouer la fatigue ou l'épuisement. Je pense notamment à La Meringue du Souterrain, où j'étais dans un théâtre plus petit, donc on les voyait quand même transpirer, se changer entre les costumes, reprendre leur souffle. On voit qu'il y a quelque chose aussi au bord de l'épuisement. Eux-mêmes sont explosés d'une certaine manière. C'est vrai que c'est du sport, hein, on n'en peut plus, hein, parce qu'on a la cinquantaine passée maintenant. Oui, c'est vrai qu'il y a la question aussi de l'âge et du vieillissement, parce que vous êtes une compagnie qui a 25 ans, ça joue. Ouais. Donc, et c'est vrai que je les cite parce que Stéphane Roger, Sophie Lenoir, et puis ceux qui étaient dans La Vengeance, Gilles Gaston-Dreyfus, Marlène Saldana, Françoise Klein, c'est vrai que c'est du sport. Hein. C'est du sport, parce qu'entre les figures, le côté Frankenstein de la figure théâtrale, c'est-à-dire que ils mettent des masques, ils sont à quatre pattes, ils disent du texte, ils chialent, ils rigolent, ils disent rien, ils s'accrochent à un objet. Enfin, c'est quand même une sorte de... Ils dansent, ils pètent. Oui, c'est une sorte de tout le gymkhana, corps qui est... un gymkhana corporel, psychique, et c'est une sorte de... Ouais, c'est un parcours... Et à chaque spectacle, maintenant, on se dit, bon, celui-là, on fait calme. Et par exemple, dans La Meringue, le début, j'étais assez fière, je me disais, là, c'est calme. Vous pouvez nous décrire le début, justement, Sophie? Alors, il y a une fille avec un gros visage, un espèce de goitre qui fait 30 centimètres, qui a l'air d'avoir un rencard manqué. Elle a l'air d'attendre quelqu'un. Et donc, il y a une musique qui fend un peu le cœur. Donc, elle est là, elle se balade, elle attend. Et puis ensuite, il y a un type qui arrive. Alors, on se dit, c'est peut-être lui qu'elle attendait. Et pareil, il se balade sur le plateau. Et il se trouve qu'il a un problème de hanche. Mais ça, c'est parce qu'on avait vu les spectacles de Gisèle Vienne, que j'aime beaucoup. Et tout le monde est au ralenti maintenant dans les spectacles. C'est le nouveau truc parce que Gisèle a lancé ça. Et donc, tous les chorégraphes contemporains, ils foutent tout au ralenti. Donc, même le mime Marceau le faisait, hein, ça me fait rire, parce que le mime Marceau, quand il allait cueillir la fleur, il le faisait au ralenti. Bon, enfin là, ils sont tous en jogging et ils sont au ralenti. Et on se disait, tiens, on va essayer de faire du ralenti. Et donc, on se dit, un ralenti avec un mec qui a un problème de hanche. Et là, mais moi, je pleurais parce que du coup, et je dis, mais s'il avait en plus une grosse gueule. Et là, Stéphane fait une sorte de ralenti du mec qui a un problème de hanche. Bon, voilà, c'est vraiment des équations de sale gosse. Mais on pleurait de penser que ça venait du spectacle de Gisèle pour arriver à ce mec qui a un problème de hanche, qui sait plus où il habite au milieu des meringues, qui essaie juste de traverser le plateau, sachant que la grosse fille d'avant l'attendait. On est vraiment et donne dans le sein à une marionnette. Oui, elle allait Mr Bean. Donc on a bien compris l'ambiance. Vous parlez de Gisèle Vienne. Quels sont vos rapports dans ce paysage du spectacle vivant français? Est-ce que vous êtes un peu leur mauvaise conscience, leur miroir un peu déformant, une sorte de critique aussi? Non, alors j'en connais pas tant que ça en fait, parce que je pense que voilà, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais j'ai des amis, c'est Philippe Ken, Gisèle. Donc Gisèle Vienne, elle sait que le ralenti, ça vous fait rire et que vous voilà, vous détournez. Gisèle, vous moquez d'elle. Voilà, donc ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais voilà, il y a des gens que je respecte, dont j'aime le travail, qui ont inventé des choses. Philippe Ken, la 2B Compagnie, qui sont une compagnie suisse que j'adore. Enfin, puis après il y a les plus Castellucci, Marthaler, Angelica Lidl. Enfin voilà, il y a des. Mais donc non, il y a une communauté quand même de. Et vous pensez que vous êtes leur mauvaise conscience? Alors, je suis peut-être la mauvaise conscience des autres, c'est-à-dire que je ne citerai pas parce que finalement, je les connais pas tant que ça. Mais c'est vrai que je pense ce côté, mais moi je dis que c'est un côté daumier. Je trouve ça sain de rire des autres parce que daumier comme le caricaturiste, c'est ça? Oui, voilà. Puis on rit d'abord de nous-mêmes. Hein. On a beaucoup de distance avec ce qu'on fabrique, donc. Les autres, on est un peu comme une patate chaude, j'imagine. C'est-à-dire qu'on a inventé un truc, on est en même temps assez cool, on fait ce qu'on a à faire, en fait. On va entendre la voix d'un écrivain que
d'après lequel vous avez fait un spectacle, Sophie Pérez. Moi, je ne suis pas du tout un anarchiste, et même je suis, en comparaison avec la littérature moderne française, un optimiste. J'ai une vision du monde plutôt optimiste. Je trouve que nous vivons aujourd'hui dans un temps extrêmement fécond, avec une force extraordinaire. Nous avançons en avant, et je trouve qu'il n'y a pas aucun lieu de faire du drame avec notre situation actuelle, parce que les situations par lesquelles on a passé avant, par exemple celle du Moyen-Âge, étaient beaucoup plus terrifiantes. Alors, moi, je suis plutôt optimiste. Et je ne suis pas du tout anarchiste, parce que pour moi, la vie est là, c'est loi. Si vous vous levez le matin, vous êtes obligé de manger votre petit déjeuner. Alors déjà, vous ne pouvez pas être anarchiste parce qu'une loi s'impose, n'est-ce pas? Il n'y a rien à faire. C'est tout simple. Merci, je disais, c'est toutes mes idoles, c'est tous des vieux canards en fait. Ils ont tous la voix. Ah oui, Gombrowicz, on avait fait avec Xavier Boussiron le Gombrowicz Show. En 2008. Ouais, et sa femme, Rita, était venue voir le spectacle, on l'avait rencontré. Et elle nous avait dit, vous le connaissez mieux que moi, ça m'avait beaucoup touchée. Et oui, l'œuvre de Gombrowicz, qui est un écrivain pour les artistes, hein, c'est... Qu'est-ce qu'il dit quoi de spécial? Qu'est-ce qu'il a dit qui vous a autant touché, Sophie Pérez? Vous savez, c'est quand vous lisez un livre et puis que vous dites, merde, faut que j'ai un stylo. Oui, ça c'est vrai, ça. Oh, incroyable. Quand quelqu'un vous parle d'une façon aussi, quand ça vous parle de façon aussi, parce qu'il a fait son œuvre est incroyable, où il a fait les cours de philo en je sais plus, en 1h15, je sais plus comment ça s'appelait, mais où il y a cet ouvrage de philosophie vu par lui. Il a fait aussi Les Envoûtés, qui est le livre que j'offre à tout le monde, où il a décidé de faire un roman de gare. Et donc c'est une histoire dans un château hanté. Enfin, il a posé la question de la forme, donc la chose populaire, les écritures plus obscures, et puis disant que moi je cite une phrase de lui tout le temps qui dit c'est pas à travers les idées mais à travers les humains qu'on se réalise. Et c'est ça, Gombrowicz, il parle du masque aussi, il parle d'être adulte, de l'immaturité. C'est toutes ces notions-là, en fait. Parce que c'est cette question de l'immaturité. Moi, je parle de l'insouciance aussi. Souvent, on se dit, quand on sort de la meringue, qu'on est éreinté, qu'on est au bar du rond-point, on se dit, bon, alors... Il est pas mal, en plus. Hein. Ouais, il est grand, hein. Ouais. Très bon sandwich au pastrami, je le redis. Nickel. Et là, on se dit, bon, alors on fait quoi après? Comment on va tenir? Parce que c'est vrai que cette écriture et cette façon de composer, mine de rien, ça a à voir avec la lucidité, la joie, l'insouciance. Et en vieillissant, qu'est-ce qu'on garde de cet enfant dans un coin, de cette insouciance, de cette liberté, de cette joie? Et là, on a fait une soirée pour les 25 ans et le lancement d'une monographie qui est sortie sur le ZEREP. Et en fait, j'étais assez touchée parce que je me rendais compte que on est rare à tenir comme ça tous ensemble 25 ans. Puis dans cette ambiance-là. Oui. C'est-à-dire qu'on le voit, il y a sûrement dû avoir des difficultés en 25 ans, mais il y a quelque chose sur le plateau qui transparaît d'une compréhension et vous parliez d'humain. Oui. C'était en Gombrowicz, c'est ça qu'on voit. Je pense qu'on a du respect, de l'amitié, un projet. Je pense qu'on est un peu anard, un peu de mauvaise foi, un peu immature. On aime beaucoup la chose artistique. On aime beaucoup rire. Mais comme je dis souvent aussi, pour pouvoir rire, faut avoir beaucoup pleuré. Donc on est des grands sentimentaux. On a une méga dark side. C'est-à-dire qu'il y a des moments où... Mais vraiment, puis une grande pudeur. Parce que c'est pas... on n'est pas à se lécher la pomme toute la journée. Hein. Parfois, on se voit plus pendant quelques semaines. Il y a une grande pudeur entre nous. Et pour aller dans de l'intime comme ça, il faut une sorte d'élégance, quoi. Et peut-être ce qui est particulier aux ZEREP, c'est ça. Je dis souvent, c'est des dandys du plateau. C'est-à-dire qu'ils nous donnent une chose d'une intimité et d'une trivialité dingue, mais ils se tiennent, quoi. C'est-à-dire que Stéphane a un côté Jean-Yann, c'est-à-dire qu'il a une espèce de truc un peu sombre comme ça. Des fois, ça l'emmerde un peu d'être sur scène. Et Sophie, elle a une générosité glaciale. Elle nous donne une chose et en même temps, on peut pas l'attraper, quoi. Donc c'est cette espèce de
Voilà, c'est un espèce de clan comme ça. On a en commun un rapport au monde, je pense à la... On s'arrêtera sur le rapport au monde alors, Sophie Pérez. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. On peut voir la meringue du souterrain avec votre compagnie, le ZEREP. C'est jusqu'au 15 juin au Théâtre du Rond-Point. Vous l'avez cité aussi, la monographie, le théâtre et son double fond, le ZEREP, œuvre complète 1998-2024. C'est aux éditions Manuela. Sophie Pérez, on termine l'émission en musique. On a choisi 2 chansons, une de Jean-Yann, vous l'avez cité, une de Luis Mariano. Laquelle souhaitez-vous écouter? Jean-Yann. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne connais pas ton nom. Je ne connais rien de toi. Je t'ai rencontré il y a 1 heure à peine. Et depuis 1 heure, sur cette musique, nous pratiquons le coït. Ah oui. Oh oui. Oh oui. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Sophie Pérez, voilà, on fait découvrir Coït de Jean-Yann. Bonne journée. Voilà. Bonne journée. Un grand merci à vous, Sophie Pérez. Un grand merci infiniment à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés par Issatou Endoy, Anaïs Sisbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Sébastien Royer. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Merci Nicolas, à lundi. Eh oui, à lundi.